On va vous parler de l'une des informations de cette journée sur un point de vue international. On va ouvrir une page internationale en vous parlant de l'Iran. L'Iran qui réagit aux accusations notamment de l'Occident quant à une éventuelle livraison d'armes à la Russie. C'est vrai qu'on vous disait que ces dernières heures, les Américains étaient inquiets quant à une livraison d'armes balistiques, de missiles capables de frapper sur une distance qui allait de 300 à 700 km. C'est le porte-parole du Conseil de sécurité de la Maison-Blanche qui disait cela en disant qu'il était alarmé. Il a employé ce terme d'alarmé de différents rapports concernant notamment le renforcement du partenariat de sécurité entre l'Iran et la Russie. Magali, alors, livraison ou pas, y a-t-il eu des développements ces dernières heures quant à cette livraison éventuelle de missiles balistiques iraniens à la Russie? Les signes, en tout cas, s'accumulent en ce sens. Il y aurait bien des livraisons, même si la position officielle de l'Iran ne bouge pas. Non, il n'y en a aucune. Écoutez. Nous rejetons catégoriquement les affirmations selon lesquelles l'Iran aurait joué un rôle dans l'exportation d'armes vers l'une des parties en conflit et nous estimons que ces allégations sont motivées par des considérations politiques de la part de certaines parties. Voilà, position officielle qu'il a fallu rappeler après les déclarations fracassantes d'un député iranien. Voilà ce qu'il explique. Nous devons faire du troc pour subvenir à nos besoins, notamment en apportant du soja et du blé. Une partie du troc consiste à envoyer des missiles et une autre partie consiste à envoyer des drones militaires à la Russie. Alors les drones, on en a l'habitude, ça avait été officialisé. Fameux drone Shahed. Exactement, fin 2022. Mais des missiles balistiques livrés à la Russie, c'est la première fois qu'un officiel, parce qu'on parle quand même d'un député qui est membre de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère, donc il est normalement très bien informé. Donc il l'avoue ici. Et ce n'est pas pour rien, vous l'avez rappelé, que la Maison-Blanche a haussé le ton ce week-end. Les rapports américains font état d'un approfondissement du partenariat sécuritaire entre la Russie et l'Iran. Donc ça donnerait raison aux informations américaines. Les États-Unis qui ont donc averti, si jamais ces livraisons de missiles balistiques étaient réelles, ce serait une escalade dans la guerre. Alors l'Iran, est-ce qu'elle craint un durcissement des sanctions? Réponse du député, cela ne peut pas être pire. Nous fournissons des missiles au Hezbollah, au Hamas et aux milices irakiennes. Alors pourquoi pas à la Russie? En tout cas, vous pouvez continuer à parler. Nous, on fait ce qu'on a à faire. Il ne s'agit là que de la parole d'un seul député, mais ça va dans le sens de l'enquête du Wall Street Journal et qui affirmait vendredi que l'Iran avait envoyé des missiles balistiques à courte portée à la Russie. Ça va aussi dans le sens des affirmations de Reuters. En août, l'agence de presse citait des sources des services de renseignement européens qui affirmaient que les contrats avaient été signés en décembre dernier, que des dizaines de militaires russes avaient été formés en Iran à l'utilisation de ce système de missiles balistiques à courte portée. Ce sont les fameux FAT-360. Enfin, ça va dans le sens de hauts responsables ukrainiens qui ont affirmé hier que 200 missiles balistiques iraniens, ça y est, étaient arrivés en Russie via un port de la mer Caspienne. Donc vous voyez, tous les services de renseignement, visiblement, que ce soit américains, que ce soit européens, que ce soit ukrainiens, disent exactement la même chose, plus ces affirmations du député, ça commence à faire beaucoup. Donc on avait juste envie de savoir ce que disaient les Russes de leur côté. Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a été interrogé sur cette question ce matin. Il a répondu: vous savez, il y a pas mal de choses fausses qui sont régulièrement dites, mais nous avons effectivement des relations avec l'Iran, qui est notre partenaire sur pas mal de plans. Et il a laissé un peu la question en suspens, ce qui veut dire qu'il ne dément pas. Il ne dément pas, Dmitri Peskov. Merci infiniment, Magali. Bonjour Didier Edjadi, sociologue universitaire au CNAM et à l'université Gustave Eiffel, spécialiste de l'Iran. Merci d'être avec nous. Quel est l'intérêt déjà pour l'Iran d'assumer puis de nier tout d'un coup tout ça en quelques heures seulement? Et que vous inspire cet aveu qui change pas mal la donne? Le premier aveu dont Magali nous a parlé, ce député iranien qui dit bah oui, et puis on fait du troc avec le soja et le maïs, on échange ça, échange de bons procédés. Écoutez, tous les éléments qui ont été évoqués par votre collègue Magali sont exacts. C'est-à-dire, le régime iranien, il est toujours dans un double discours. D'un côté, effectivement, il cherche à perturber, à provoquer du désordre du point de vue communicationnel. Et d'autre part, effectivement, ce qui a été dit par le membre de la Commission de sécurité nationale, c'est exact. Et également, moi, je confirme que les 200 fusées balistiques ont été effectivement livrées.
et que donc on a des traces concernant la formation des militaires russes en Iran concernant ces fusées-là. Et donc tout simplement le régime iranien cherche effectivement à provoquer du désordre sur le plan international. Et pour dire qu'effectivement, moi, je reste, disons, dans la ligne d'une, disons, non-guerre, mais en fait, effectivement, c'est une démarche de mensonge de la part du régime islamiste, car effectivement, ce qui est la réalité des choses, au moins depuis à peu près plus d'1 an, on avait ces éléments d'information. Depuis quelques mois également, lors d'un parc d'exposition à Téhéran, on avait à nouveau cette confirmation comme quoi le régime iranien allait effectivement livrer. Et aujourd'hui, par des sources diverses, à la fois occidentales, mais également ukrainiennes. Et donc, nous avons effectivement cet élément de certitude comme quoi le régime a effectivement livré ces 200 missiles balistiques. Restez avec nous, Didier Djadi. Grégory Phillips, c'est vrai qu'en échange, il y a des ingénieurs, on peut se dire qu'il y a des ingénieurs nucléaires du coup qui vont en Iran. C'est pas que du soja et que du maïs. C'est vrai que les Américains, on l'a vu, sont très, ils ne peuvent que constater la situation. Oui, ils sont alarmistes, mais bon, ils ne peuvent pas pour l'instant faire grand-chose. Ce qu'on se dit aussi, c'est que ça peut avoir aussi une valeur pour les Iraniens, c'est-à-dire on teste aussi sur le terrain en grandeur réelle la capacité à créer une force dissuasive sur le terrain justement de la guerre en Ukraine vis-à-vis d'Israël. On peut les tester comme ça aussi. C'est une manière pour l'Iran de les tester, ces missiles. Oui, en tout cas, ça confirme le rôle de grand déstabilisateur de l'Iran, que ce soit au Proche-Orient, vous l'avez évoqué, avec les menaces sur Israël, le soutien apporté au Hezbollah, y compris en termes de formation militaire ou d'armement, et même jusque... Oui, parce qu'ils disent aux Houthis, au Hezbollah et aux Russes. On a livré... Donc ce rôle de déstabilisation, il ne s'applique pas qu'à cette toute petite région qu'est le Proche-Orient. Enfin, on le voit aussi sur les terres ukrainiennes, et malheureusement, les Ukrainiens n'ont que trop l'habitude des drones Shahed, quasiment depuis le début de la guerre, qui sont fournis par Téhéran. Donc, l'Iran joue ce rôle de déstabilisation de l'ordre mondial, j'ai envie de dire, pas seulement au Proche-Orient, et en échange, effectivement, vous avez cette collaboration avec, cette coopération, on va dire, avec les Russes sur le nucléaire, parce que l'objectif affiché de Téhéran, c'est de développer ce programme nucléaire jusqu'à obtenir l'arme nucléaire un jour. Donc il y a effectivement un intérêt double de la part de Moscou et de Téhéran. Magali, j'ai envie de dire, je me posais la question, ça donne un argument aux Ukrainiens. C'est-à-dire, voilà, ça peut frapper entre 300 et 700 km. Mais nous, on n'a pas le droit de frapper. On n'a pas le droit de frapper avec des missiles à longue portée. Donc maintenant, peut-être faites sauter cette ligne rouge. On peut s'appuyer là-dessus aussi. Oui, bien sûr que les Ukrainiens qui subissent déjà des frappes de missiles très dures ces dernières semaines vont expliquer évidemment à leurs alliés, regardez ce qui nous attend si les Iraniens en plus se mettent à livrer eux aussi des missiles balistiques. On savait que les Russes, par exemple, ont réussi à obtenir des livraisons, notamment d'obus de Corée du Nord. Là, il y avait ces drones, maintenant il y a ces missiles. Et c'est vrai qu'ils vont en faire un argument pour dire vraiment, on est sous une menace permanente, il nous faut absolument une protection aérienne, il faut qu'on aille plus loin. Et c'est vrai que dans les déclarations, notamment du patron de la CIA ce week-end, qui dit c'est une escalade vraiment dramatique, c'est ce qui est en train de potentiellement se passer. On a ces informations de la presse américaine qui expliquent que il y a quelques jours, il y a eu un briefing à Washington des ambassadeurs, de certains ambassadeurs, notamment européens, justement sur ces informations extrêmement crédibles de livraison de missiles balistiques. Dans la foulée, à Bruxelles, on a réagi en annonçant évidemment de nouvelles sanctions, en menaçant de nouvelles sanctions si ces informations étaient vérifiées. Le problème, c'est quelles sanctions, comment réagir. À partir du moment où on a quand même, l'économie iranienne est quand même à genoux sous le coup de sanctions depuis des années et des années. Donc c'est vrai qu'on manque finalement de moyens de rétorsion, de représailles. Et c'est un peu ce que dit finalement ce député iranien en disant finalement on soutient, on a tous nos proxys à travers le monde et finalement ils n'ont jamais réussi finalement à nous mettre complètement à genoux. Et c'est vrai que ce manque
manque de moyens pour peser sur le régime iranien est extrêmement dur. Alors, ce député iranien, quand même, représente la ligne dure du régime. C'est ce que rappelait Magali. Hein. Ouais. C'est vraiment... Enfin, on est sur un député qui, il y a quelques jours encore, quelques semaines, disait il faut accélérer la bombe, il faut que l'on ait cette bombe nucléaire le plus rapidement possible. Donc, on est vraiment sur une ligne dure par rapport au président, plutôt sur la ligne réformiste, qui a été élu en Iran dernièrement. C'est vrai qu'il y a eu un changement de présidence, rappelons-le aussi, bien évidemment, vous l'avez suivi, on vous en a parlé sur LCI. Didier Djadi, pour finir, qu'est-ce qu'on peut faire finalement ? Pas grand-chose, j'ai l'impression. Pour l'instant, on a des difficultés, que ce soit les Américains ou même nous, Européens. Écoutez, il n'y a aucun espoir concernant le régime iranien, que ce soit soi-disant les réformateurs ou bien les radicaux, ils sont tous... Croyez-moi, sur la même ligne, la ligne est décidée par Khamenei. Khamenei, c'est le seul individu qui décide. Donc, effectivement, pour ne pas tomber dans une certaine naïveté, il faut comprendre qu'effectivement, le régime iranien, on connaît la nature de ce régime-là depuis le départ. Toujours le mensonge était un élément structurant pour ce régime-là. Et d'ailleurs, quand le régime iranien a commencé à livrer des drones, disons, aux Russes, dès le départ, effectivement, le Khamenei lui-même, il a dit non, c'est pas vrai, là. Et donc, effectivement, pendant une longue période, ils ont effectivement nié cette réalité-là. Et que par conséquent, aujourd'hui, nous savons que le régime iranien, soi-disant, enfin plutôt Khamenei, cherche une certaine ouverture avec l'Occident, c'est parce qu'il y a 3 types de sanctions. Sanctions américaines, sanctions des Nations Unies, mais également sanctions européennes. Mais néanmoins, à ne pas oublier également, malheureusement, les sanctions américaines concernant le pétrole. Le pétrole iranien est vendu encore sur le marché international et le gros fournisseur à la Chine, c'est le régime iranien. Donc effectivement, il n'y a pas toujours une fermeté et une transparence totale à ce niveau-là. Et donc le régime iranien cherche effectivement à provoquer de la déstabilisation tout en présentant sa politique effectivement d'ouverture ainsi que effectivement de la non-guerre, mais tandis que tout cela n'est qu'une façade. Le régime iranien, malheureusement, tant qu'il est là, sera un élément de la déstabilisation, oui, vous avez raison, à la fois de la région, mais également au niveau international. Que faire avec ce régime-là? Il faut aider le peuple iranien pour effectivement en finir avec le régime. Tant qu'il est en place, il sera toujours la source donc d'ennui et donc de la crise au niveau moyen-oriental et au niveau international. Merci Didier Djadi.